L'heure suprême de Frank Borzage, c'est un film de la toute fin de la période du muet, 1927, c'est-à-dire que ce qui peut paraître un peu rebutant dans certains films muets, c'est-à-dire des montages qui nous paraissent un peu archaïques, tout cela, ça n'existe pas. Ça n'a pas lieu, le montage a quelque chose de très coulant, et la musique peut être là pour rajouter une part de cette fluidité qui est déjà présente dans le montage naturel. Le choix du titre L'heure suprême en français a quelque chose d'un peu curieux. En anglais, c'est The Seventh Heaven, c'est-à-dire le septième ciel. Septième ciel qui fait référence au septième étage où ce qui commence comme un marivaudage amoureux et qui se termine comme une espèce d'immense hymne à l'amour a lieu. Pourquoi l'heure suprême? Parce que rythmé toutes les 24 heures, les deux protagonistes qui se sont jurés fidélité, à la faveur de médaillons qui sont comme le truchement, soit de l'au-delà, soit de leur propre force de conviction qui leur permet d'aller de l'un à l'autre, eh bien, tous les matins, à 11 h du matin, ils penseront l'un à l'autre. C'est deux êtres qui s'aiment après s'être rencontrés quasiment par hasard, qui sont séparés par le destin et qui sont in extremis rattrapés par leur destinée et par l'amour qui est plus fort que tout. Comme très souvent dans les films muets, encore une fois, la puissance des images tient à la fois à la simplicité de l'intrigue, au fait que les personnages acquièrent une certaine épaisseur au fur et à mesure du film, là où on pourrait craindre qu'ils soient un peu trop stéréotypés, et à cette capacité qu'a un film muet de nous dire un peu plus que ce qui est l'objet même du film. C'est-à-dire le fait même que le film soit sans parole, avec bien sûr des cartons, des intertitres, va nous conduire à nous intéresser à autre chose qu'à simplement l'intrigue du film qui, encore une fois, peut se résumer quasiment en une phrase. Alors, l'avantage du cinéma muet par rapport au cinéma parlant, c'est qu'en général, le réalisateur est mort, et même bien enterré. Donc, vous n'avez aucune directive, et vous êtes à peu près libre de l'accompagner comme vous l'entendez. Alors, comment est-ce que je l'entends? Je l'entends déjà avec l'idée que le spectateur-auditeur doit sortir de la salle de ciné-concert en se disant quel beau film et non pas quelle belle musique. Si en plus la musique lui a plu, tant mieux, mais la musique doit être là au service du film. L'avantage, encore une fois, du cinéma muet par rapport au cinéma parlant, c'est que la musique y est le seul élément sonore. Ce qui fait que la complexité des situations émotionnelles, la superposition des trames narratives, l'épaisseur des personnages, tout cela doit être rendu par une seule chose, qui est, si je mets à côté les intertitres, les cartons, qui est la musique. La musique est tout ce qui n'est pas visuel et musique dans le cinéma muet. Ça paraît une banalité, mais c'est en fait très important. C'est-à-dire que le seul élément sonore, ça va être la musique. Et donc, il faut avoir une palette stylistique qui soit suffisamment large pour arriver à convoquer ces moments qui seront parfois très différents les uns des autres, et pourquoi pas suggérer une multiplicité de points de vue, ce qu'un accompagnement lui-même très polyphonique pourra faire. Au moment où je poserai mes doigts sur le clavier, je ne saurais pas du tout ce que je vais faire. Je sais juste que de ces deux défauts qu'il faut, à mon avis, essayer d'éviter dans le cinéma muet, qui serait d'une part avoir une musique qui soit systématiquement redondante, d'autre part avoir une musique qui soit systématiquement à contre-emploi par rapport au film, je vais essayer de trouver, en fonction des images, pas forcément une voix moyenne, mais une voix qui me permettra d'ajouter, malgré encore une fois le fait que le montage soit particulièrement élaboré, sophistiqué, cette part de liant, qui est un liant presque universel, qui est un liant qui permet aux images et à des séquences parfois extrêmement étrangères l'une à l'autre, en ton, en tonalité, de trouver une certaine cohérence, mais c'est aussi le liant qui est lié au fait que
lorsque vous improvisez dans un endroit avec un lieu aussi singulier et avec un public et probablement une heure de la journée qui ne sera pas la même, en l'occurrence le début d'après-midi, qu'à d'autres endroits où vous jouez en soirée, voire en pleine nuit, il y a quelque chose de très différent à chaque fois. La qualité même du piano sur lequel vous jouez, son emplacement, la question de savoir s'il y aura absolument pas de lumière ou un peu, tout cela joue. Ce que je peux dire aussi, c'est que dans ces scènes de guerre, où une tentation pourrait être de suggérer de façon presque trop mimétique la guerre, je ne pense pas que ce soit ce que je vais faire. Probablement qu'avec cette distance propre à la qualité de la photo à ces moments-là, quand la guerre est présentée, avec cette distance, encore une fois, des distances curieuses, parce qu'elle n'enlève rien au côté à la fois tragique et presque cruel des destinées dont on nous présente un échantillon, mais c'est plutôt le fait que on a le sentiment que la musique risquerait là pour le coup d'être trop redondante si elle appuyait tout cela. On peut au contraire imaginer, en référence à cette salvation in extremis des deux âmes, quelque chose qui soit beaucoup plus du côté du choral luthérien, d'une musique assez hiératique mais consolatrice en même temps. Parce que c'est un film où il est question de la guerre, paradoxalement, je pense qu'il s'inscrit résolument dans une programmation qui donne un éclairage à ce que peut être la paix sous différentes formes, les voies de la paix étant le titre de cette programmation. L'heure suprême, c'est vraiment un des chefs-d'œuvre du cinéma muet, par la variété des climats visuels qui sont convoqués. Il peut s'agir aussi, je pense, de l'occasion de revoir un film qui s'adresse à tous les publics, parce qu'encore une fois, cette histoire a quelque chose de la simplicité des grandes narrations. Vous avez quelques romans, quelques films universels qui sont universels parce qu'ils vous parlent de thématiques qui sont celles de chacun d'entre nous. Un ciné-concert, ça s'adresse évidemment à des mélomanes, c'est la dimension du concert, mais aussi à des cinéphiles, c'est la dimension du cinéma, avec la possibilité pour un genre qui est souvent assez peu connu, le cinéma muet, de faire venir, peut-être grâce à la musique, entre autres choses, et tout simplement au fait qu'il se trouve programmé au sein d'un festival qui donne la part belle à d'autres manifestations. C'est l'occasion de faire venir des gens qui ne connaissent pas ou peu le cinéma muet. Une façon de faire serait d'essayer d'exprimer la guerre de la façon la plus mimétique possible, avec quelque chose qui soit comme les coups de feu, les bombes, les atrocités de la guerre. Mais je pense qu'on ne va pas très loin, parce que les quelques très belles images de guerre qu'on a peuvent aussi s'accompagner d'une musique qui soit tout à fait autre, qui soit peut-être plutôt dans le décalage, voire le contre-emploi limité dans le temps, mais qui peut avoir son utilité. Ainsi, si vous avez quelque chose effectivement dans le grave qui suggère éventuellement cette atrocité, vous pouvez avoir au contraire un message d'espérance. Qui rythme les heures, puisqu'il s'agit de l'heure suprême. En ne gardant qu'un souvenir plutôt confus
de ces bombes et des atrocités. Et on est dans quelque chose de presque enfantin, consolateur, très vertical, harmonique en somme. Voire franchement angélique.